Audrey, on a un sondage à 48 heures du déclenchement des élections. Oui. Un sondage léger à se mettre sous la dent ce matin. Oui, sondage léger, Journal de Montréal, TVA, qui donne le Parti de la CAQ comme une alternative fédéraliste au Québec. C'est le Parti québécois qui demeure en tête des intentions de vote à 30 %. Et par la suite, il y a le PLQ et la CAQ qui sont à égalité à 23 %. Le Parti conservateur est à 16 et Québec solidaire à 7 %. Le Parti québécois mène toujours aussi chez les francophones avec 38 %. La CAQ est à 26 % et Éric Duhem à 15 %. Et les libéraux chez les francophones sont quatrième, 14 % des intentions de vote. Ça, c'est ça le drame de Charles Milliard, là, c'est qu'il est revenu un peu où était Dominique Anglade, là, loin derrière chez les francophones. En fait, je dirais c'est ce que les libéraux voulaient à tout prix éviter, de reglisser chez les francophones. Parce que, bon, on dit son nez à nez avec la CAQ à 23 %, mais parce que c'est pas un vrai nez à nez. Dans l'ouest de Montréal, par exemple, les libéraux vont être en avance par 50 %, mais dans le Québec francophone, sont moins dans la course, là. Et ça, c'est ce que le Parti libéral voulait éviter. Impressionnant, Éric Duhem, quand même, là, qui revient, qui remonte. Et qui pourrait peut-être faire son entrée, finalement... Ben là, non seulement faire son entrée à l'Assemblée nationale, mais avec des chiffres comme ça dans la grande région de Québec, pour avoir, à l'heure actuelle, une espèce de petite vaguette, là, mais dans la région de Québec, est-ce qu'elle pourrait déborder de la région de Québec? Ça, c'est à voir. Il reste, évidemment, la campagne n'est pas commencée. Il reste beaucoup de choses à arriver. Dans le cas de Québec solidaire, c'est un petit peu étonnant quand même, parce que le sondage de la semaine passée, il était en montée. Là, il dégringole. Ouais, ben, c'est pour ça que moi, je regarde jamais un sondage, je regarde les tendances de sondage. Je te donne un exemple. Mettons Québec solidaire, mettons qu'ils sont à 9 %, mettons que depuis un mois, il ne s'est rien passé, ils sont à 9 %. Les sondages ont une marge d'erreur d'une couple de pourcents, mais peut-être qu'ils sont à 9, puis la dernière fois, par hasard, ça a scoré à 11, puis là, ça score à 7. Fait que ça te donne l'impression qu'ils sont montés de 9 à 11, grosse montée, puis là, de 11 à 7, grosse descente. Mais dans le fond, ils sont peut-être restés tout le long aux environs de 9. Là, fait que c'est pour ça qu'il faut que tu regardes ça sur un... Parce que ça me paraît vite un peu là, pour monter, grosse montée, grosse descente en quelques jours. Ça me paraît... oui, il y a des tendances. L'autre question, c'est l'effet des tarifs. J'ai vu le titre du journal qui dit un effet des tarifs. Probablement qu'il y en a un. Mais le sondage s'est fait le vendredi, samedi, dimanche. Donc, les tarifs, c'était à peine arrivé. Ça fait quand même un petit moment qu'on en parle, que ça s'en vient. Mais qu'on pensait qu'il allait avoir une entente. Jusqu'à vendredi soir, minuit, on pensait qu'il allait avoir une entente. Y a-t-il aussi le fait qu'on voit beaucoup Christine Fréchette, je veux dire, elle est à Churchill Falls, elle est au chantier de la Davie, elle est partout, puis Charles Milliard... Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu? Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu l'annonce des libéraux? Depuis quelques semaines, il a été présent. C'est quand même des bonnes candidatures économiques. Oui. Sur la question des tarifs, il a quand même, à mon avis, pas bien réagi, plutôt bien réagi, une meilleure attitude à première vue que certains autres chefs, mais... Écoute, je me souviens d'avoir lancé cet avertissement-là quand les libéraux ont commencé sur la langue française, à niaiser, puis que le caucus anglophone a fait une espèce de jambette à Charles Milliard. Écoute, c'était le danger là, de glisser chez les francophones. Parce que, tu sais, l'appui des francophones au Parti libéral, c'était fragile. Là. Tu dis, la dernière élection, juste reporter au résultat de la dernière élection, dans l'Est du Québec, dans les comtés, le score libéral, là, c'était des 2, 3, 4, 5, 6 %. J'ai bien dit, là, en bas de 10, 2, 3. Donc, là, t'as un nouveau chef, Charles Milliard, t'en regagnes. Mais il faut que tu comprennes que ce que tu viens de regagner, c'est des nouveaux adhérents. C'est fragile. C'est fragile, parce que la dernière fois, ces gens-là, ils n'avaient plus confiance au Parti libéral pour défendre les francophones. Là, t'es regagnés. Fait que le moindrement que la chaîne glisse un peu, t'es en danger de les reperdre. Là. Et c'est certainement ce qu'ils vont vouloir rattraper en début de campagne. On sera très attentif à cette énorme conférence de presse ce matin des ministres du gouvernement Carney. Oui, ministre François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, Patty Adjou, Evan Solomon également, qui vont tenir une conférence de presse à 11h après une visite dans une entreprise locale. On est 3 jours après l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs et là, le Canada va dévoiler sa réplique, les nouvelles mesures notamment qui visent à protéger aussi, à soutenir les entreprises et les travailleurs canadiens qui vont être touchés par les droits de douane de
50 % sur les produits canadiens, sur 28 milliards de dollars de marchandises, doit-on le rappeler. Mark Carney qui avait déjà annoncé samedi qu'elle avait l'intention de riposter dollar pour dollar dès le 8 septembre à ces tarifs américains. Donc, on verra quelle sera la teneur, justement, de cette réplique-là canadienne, qui inquiète quand même, disons-le, plusieurs entreprises, parce que ça fait toujours mal. Les contre-tarifs peuvent faire mal à notre propre économie. Je suis un peu surpris quand même qu'on associe les deux. C'est-à-dire que dans la même conférence de presse, dans le même événement de presse, on va annoncer les mesures d'aide aux entreprises et qu'est-ce que les contre-tarifs vont viser. J'aurais pensé que, instinctivement, que ce soit deux événements, parce que c'est deux affaires, dans le fond, différentes, mais là, ça va tout être dans le même. Fait que comprenez que les contre-tarifs, on répète toujours, vont entrer en vigueur le 8 septembre. Mais ce midi, on va savoir, à la fin de l'avant-midi, on va savoir quels seront-ils. Voilà. Les contre-tarifs, sur quel produit, quel pourcentage, de quelle façon le Canada va frapper les produits américains. Donc, est-ce que je me pose quand même, je sais qu'hier, M. Carney a dit on retourne pas à la table de négociation tant que les États-Unis n'auront pas changé d'attitude. Je me pose quand même la question, est-ce que le Canada fait ça en se disant que les Américains voudront pas que le 8 septembre, ces contre-tarifs entrent en vigueur, puis que donc, dans les jours précédents, le 8 septembre, la négociation puisse peut-être reprendre. Il y a des gens crois-tu vraiment? Peu, mais je l'évoque quand même comme une possibilité. Je pense pas que c'est une impossibilité, je pense que c'est quand même... Puis le fait que Trump utilise des gros mots puis des superlatifs, ça m'impressionne pas. Je veux dire, je le disais hier au bulletin de 17h, il est devenu un peu comme le fou du village là, qui s'en va au bout de sa galerie puis qui hurle toutes sortes d'affaires puis des menaces à tout le monde puis tout ça. Faut prendre ça avec des pincettes. Là. Il crie tout le temps puis des fois, regarde avec l'Iran, elle est menacée. Le lendemain, il s'en négocie. Puis il y a Doug Ford aussi hier qui précisait qu'on pourrait peut-être s'attaquer aux États rouges, les États républicains plus particulièrement, pour peut-être pas aliéner non plus certains de nos partenaires d'affaires, le Michigan, le Maine, le Vermont. Ouais, mais ça, ce que tu soulèves, là, ça... Par exemple, j'entends des gens dire le Québec, on devrait arrêter de vendre l'électricité aux États-Unis. Mais là, attends un peu, deux choses. Un, c'est pas comme une décision là, politique, on vend de l'électricité aux États-Unis. Il n'y a pas un gros interrupteur que tu peux tirer dessus. Non. Je veux dire, ça serait cool, mais c'est pas de même ça marche. Hydro-Québec a signé des contrats, pas avec Donald Trump, avec la ville de New York, avec l'État de New York, avec l'État du Massachusetts. Hydro-Québec a signé avec c'est des contrats d'affaires signés avec des gens qui votent démocrates à 75%, là, qui ont tous voté contre Trump. Qui détestent ces tarifs-là, qui détestent ce qui se passe, qui encouragent le Canada dans sa lutte. Je veux dire, c'est pas là que tu vas aliéner. Là. Ben, c'est ça. Dire, OK, si on leur coupe le courant, est-ce que vraiment on s'aide ou on se tire dans le pied? Puis là, après ça, on sera plus fiable, puis on va probablement, pendant des décennies, notre électricité va se vendre moins cher parce qu'on va être un partenaire moins fiable. En tout cas, il y a un risque de ce côté-là. On l'annonçait hier matin, donc ça a été confirmé. Le gouvernement fédéral va acheter 6 brise-glaces à la Davie à Lévis. Oui, sur un seul contrat d'une valeur de 11,3 milliards de dollars. La construction des navires va commencer en 2027. Le premier devrait être complété dans 5 ans, alors que les suivants seront mis en service à tour de rôle d'ici 2038. On disait hier que ça assurait la pérennité du chantier pour une dizaine d'années. C'est à peu près ça. Monsieur Carney dit que ça va permettre de réduire notre dépendance à l'égard d'un seul partenaire. Et il y a cette politique acheter canadien. Donc, ce qu'on dit, c'est que conformément à cette politique-là, les nouveaux brise-glaces vont être fabriqués à partir de matériaux canadiens, donc acier de l'Ontario, selon ce qu'a avancé M. Carney aussi, des concepteurs d'équipements de la Nouvelle-Écosse, des fournisseurs du Québec d'échafauds. Donc, bref, grosse annonce qui assure la pérennité et finalement la renaissance du chantier des vies avec des emplois pour peut-être pallier certaines pertes d'emplois liées aux tarifs, justement. Bizarre accident hier à l'aéroport Trudeau. Ça, c'est arrivé en soirée, là, vers 19h à peu près. La nouvelle est sortie. Un signaleur de l'aéroport Montréal-Trudeau qui a été blessé dans un accident qui implique un avion. L'homme aurait trébuché, se serait retrouvé sous la roue de l'avion qui reculait pour sortir de sa place de stationnement. Les images que vous voyez, ceux qui nous écoutent sur le web, c'est des images qui circulent sur les réseaux sociaux, entre autres l'avion de l'appareil de la compagnie French Bee qui essayait de sortir de sa place de stationnement. Et là, on voit sur le tarmac entouré, évidemment, de services d'urgence,
la victime qui a été transportée Parce que à l'hôpital. c'est On parle assez rare, de blessures ouais. sérieuses, état critique. C'est survenu sur la piste, l'accident, donc près du secteur des départs internationaux. Et tout a été arrêté à l'aéroport à ce moment-là. C'est parce que c'est très, très, très structuré. Là. Tu te promènes pas à tort et à travers là, sur les pistes d'un aéroport. Ouais, ça va pas vite, particulièrement un avion qui recule, mais il suffit parce qu'il y a eu un problème de c'est communication, trébuché, tout ça. Ben, Okay. on aura des détails, il y aura enquête évidemment pour comprendre mieux les circonstances de cet accident terrible-là. Et l'ancien député de Québec solidaire, Vincent Marissal, qui a fait une surprise à tous hier. Surprise, effectivement. Le député de Rosemont, Vincent Marissal, qui va représenter le Parti québécois dans Tachereau aux prochaines élections. Tachereau, c'est le comté de l'Assemblée nationale. C'est à Québec. Vieux Québec, le cœur de Québec, le Château-Frontenac. qui a toujours été dans Rosemont. Il a été élu à 2 reprises avec Québec solidaire dans Rosemont. Il avait claqué la porte du parti l'automne dernier. On pensait que c'en était fini pour lui, la politique, à ce moment-là. Il avait eu des rencontres avec Paul Saint-Pierre Plamondon avant même de quitter sa formation politique. Et c'est le chef du Parti québécois qui s'est réjoui de l'accueillir au sein de son parti. Il a décrit M. Marissal comme un parlementaire redoutable et rigoureux. Et il va tenter de défaire son ancien collègue Étienne Grandmont dans la capitale nationale. Étienne Grandmont qui l'avait appuyé pour devenir co-porte-parole du parti. C'est vraiment cette histoire-là fascinante. Charles-Antoine, au sport, des retours de vétérans. Nouvelle que j'aurais pu faire en 2004. Ah oui? Roger Federer est de retour au US Open. Il n'avait comme pas eu la chance de faire un véritable adieu parce que lors de son dernier match, il avait été éliminé. C'était en 2019, mais il n'est jamais revenu puisque une série de blessures se sont enchaînées. Donc aujourd'hui, il y aura un moment assez marquant. Il va jouer une manche en simple contre Andy Roddick et ensuite une manche en double avec John McEnroe contre Roddick et Agassi. Imaginez l'image. Et Agassi? Ouais, exactement. Il est rendu à quel âge? Il est vraiment vieux, Agassi, à mon âge, au jour près. Ben, Parce qu'il y a un pour jour... jouer au tennis professionnel, mettons, Mario. Je pense qu'il y a un jour plus vieux que moi. Je pense qu'il est né la veille de moi. Il est né en mai 70. Je t'annonce ça. Tu vois, quand je me souviens parce que j'étais à l'Omnium Banque Nationale, on parlait de la finale Sampras-Agassi comme une des plus marquantes de l'histoire. C'était en 1995. Il a 56 ans. Ouais, il est né, je pense que c'est la veille de moi. Là. Le 29 avril 70. Puis moi, je suis né en 95. Ah non, exactement. Donc, un moment quand même magique là, dans les prochaines heures à Flushing Meadows. J'en profite pour vous dire que c'est aussi le retour de Carlos Alcaraz, qui n'a pas joué depuis le printemps, champion en titre, avait une blessure à un poignet, et que le Québécois Alexis Galarneau, lui, en ce moment, est dans le processus de qualification. Donc, le US Open débute le 30, mais en ce moment, ce sont les qualifs. Donc, le Québécois fait un pas de plus. Et mon autre nouvelle qui nous ramène dans le temps, vous avez vu la dégelée que les Alouettes ont servi au Rouge et Noir, la pire équipe de la Ligue. Qui n'a pas gagné cette année encore. Exactement. Bon, on ramène un certain Jim Pop. Jim Pop a été nommé... Qu'on a aimé à Montréal. Là. Qu'on a aimé jusqu'à la presque fin. Parce que les dernières années, c'était peut-être plus compliqué. Ouais. On remettait en doute un peu son œil d'évaluateur, ce qui l'avait rendu si célébré à Montréal. Lui qui a participé à 4 conquêtes de la Coupe Grey avec les Alouettes, 95, 2002, 2009, 2010. Une autre avec les Argos. Depuis... il a participé au football universitaire américain en Caroline du Nord, c'est de là qu'il vient. A participé à la UFL, cette ligue professionnelle qui a de la difficulté à démarrer. Donc, il est de retour de ce côté de la frontière pour donner un coup de main au coach du Rouge et Noir, mais également au président. Et parlant de ça, dans une trentaine de minutes, on va parler d'une très bonne nouvelle pour des Canadiens au sud de la frontière, mais d'une nouvelle également épouvantable pour le sport amateur aux États-Unis. La culture, Alexandre, le milieu culturel là, qui s'insurge contre la menace des Américains de s'attaquer à la loi sur la découvrabilité. Oui, après qu'on ait peut-être parlé dans les premières fois, dans les dernières années aux États-Unis, du français, du Québec, qu'on entende des mots qui reviennent dans les négociations, ben il y a vraiment un impact concret qui pourrait se faire sentir sur la culture d'ici, là, considérant que ce serait, là, selon ce qu'on en comprend, dans les demandes du gouvernement américain des négociations commerciales, que d'enlever là, la loi sur la découvrabilité des contenus francophones. Ce qui n'est pas une loi canadienne, c'est une loi québécoise qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Je rappelle, on veut forcer les plateformes à faire une part à la musique, au contenu audiovisuel dans langue française. Évidemment, il n'est pas encore complètement appliqué. Il y a toujours des négociations, des tractations qui se font avec les plateformes elles-mêmes, mais que ce soit la SPACQ ou encore la DISC, là, représentée par Ève Paré, la directrice générale. Ils disent, regardez, on était déjà sur une face au vent, là.
Il y avait déjà une difficulté d'appliquer ce genre de choses-là, mais on ne peut pas capituler là-dessus. La découvrabilité en ligne, c'est ce qui fait qu'on intéresse les nouvelles générations à notre culture. Là, c'est important que les jeunes fassent pas juste être baignés dans le contenu américain, anglophone, ou encore même français. Il y a beaucoup de gens qui vont... beaucoup de jeunes, moi, que je connais, qui consomment du contenu très français de France, mais très peu québécois. C'est essentiel, puis c'est essentiel après ça, pour faire venir les jeunes, puis les moins jeunes au spectacle aussi qu'on organise. Puis, sincèrement, je comprends, mettons, que les plateformes, tout ça, capotent là, quand tu veux leur imposer une nouvelle taxe, même si c'est des taxes très justifiées, parce que tu dis, on les fait payer, les taxes sur on les fait payer à nos joueurs locaux, là, fait que pour créer une équité, mais je comprends. Dans le cas de la découvrabilité, là, c'est du niaisage. Je vais prendre l'exemple très simple des plateformes à la Netflix, là. Ouais. Tu sais, t'ouvres, là, puis c'était juste ça, des menus, là. Des menus qui défilent. Est-ce que vous avez commencé à écouter pour vous, un choix pour vous, drame, comédie, documentaire, t'as 47 catégories de toutes sortes d'affaires. Tu fais juste mettre un titre Québec ou francophone ou de chez vous, puis là tu glisses, un film, 2 films, une série, 2 séries. C'est tout, là. Moi, je pourrais le faire sur un ordinateur pour eux, là. C'est hyper simple, c'est vraiment pas beaucoup demandé, c'est pas déraisonnable. Ils ont aucune raison de... Puis là, dans ce cas-ci, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt que de se conformer à la loi québécoise, ils sont allés brailler à la Maison-Blanche, puis ben là, ils nous imposent. Puis là, la Maison-Blanche a pris ce braillage-là, puis l'a amené des négociations pour essayer de faire plier le Canada. C'est bien décevant, tout ça, mais... Regarde, le milieu culturel est fâché, là. Oui, le milieu culturel est fâché. Le milieu culturel, je veux dire... Excuse-moi, mais ils sont tous abonnés. Le milieu culturel québécois sont tous abonnés à Netflix, puis ils passent 20 heures par semaine sur Netflix. Là. Moi, je l'ai pas. Là. Moi, je suis pas abonné. C'est un bel exemple. Là. Moi, je suis pas dans. Je suis le dernier des Mohicans, des vieux, pas accrochés. J'ai pas pris ce virage-là, mais. Mais t'as pas le temps, Mario. Ben, non, c'est aussi que ça me. Je veux pas être dépendant de ça. Non, Ma blonde est abonnée, là, puis que je regarde une série par 6 mois, là, mais... Ouais, mais tu sais, pour ce qui est de David Bussière, par exemple, qui est le président là, de SPACQ, membre d'Alpha Rococo aussi, lui dit, ça nous prendrait, justement, il faudrait qu'on prenne les devants, puis qu'on en crée une plateforme québécoise, pour diffuser notre contenu, mais après ça, c'est un gros chantier aussi, puis je sais pas si on est bon dans le numérique au Québec, Mario. Ouais, un autre... Panier bleu, prise 2.